à tous, bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end ça commence naturellement très bien aussi, parce que c'est parti maintenant avec les concertations nationales tant attendues. On a déjà mis en place la structure qui doit administrativement jeter les bonnes bases. Visite éclair de Kengowadono Miminako à Brazzaville, concertation aussi, pour ne pas dire discussion, avec Denis Sassou Nguesso, qui a été rassuré de son rôle d'accompagnateur de ces concertations nationales en RDC. Au moment où je vous parle, déjà au niveau du Parlement, Miminako et Kengowadono reçoivent à tour de bras qui de l'opposition, qui de la société civile. Maintenant que même la diaspora a manifesté l'envie d'y venir, qui inviter, qui choisir, qui va participer à ces concertations, ceux qui traînent le pied, comment pouvoir les embarquer, les trains déjà partis. Voilà le thème principal que nous allons discuter aujourd'hui avec le club déjà au complet. D'abord Harold Badibanga qui est déjà en place. On nous a dit par nos amis de la Grèce qu'Harold Badibanga parle plus de juridisme que de journalisme. Alors essayez un peu d'être plus journaliste que l'homme de droit. C'est les Congolais d'Athènes qui m'ont dit ça. Non, mais ils doivent se tranquilliser. Il n'y a pas de question qui échappe à la thématique juridique. Si des problèmes se posent et qu'il faut les analyser dans leur approche juridique, ce n'est que normal. Encore qu'on nous dit toujours que les faits sociaux sont totaux et globaux, donc il faut les analyser dans le sens général. Bienvenue Bakoumanie, rédacteur en chef du Potentiel. Directeur de la rédaction. Directeur de la rédaction, bienvenue. Et naturellement l'homme du peuple, enfin l'homme du pouvoir qui s'occupe du peuple. Le pouvoir du peuple. Attention, ce n'est pas le pouvoir politique, le pouvoir en place. Non, le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir comme, n'est-ce pas, cette attribution qui revient au peuple. L'éditeur, c'est qui les dirige. Louis Dorbalekelaï, l'éditeur du journal Le pouvoir du peuple. Et enfin, l'homme qui se spécialise depuis un certain temps pour le pétrole. Hein, c'est ce qu'on nous a dit la semaine passée. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend de la vie. Voilà, point ça en plus. Protagoniste. Alors, nous avons vraiment un grand sujet aujourd'hui, et ceux qui nous suivent, notamment à l'étranger, notamment nos compatriotes de la diaspora, ceux qu'on appelle en général les combattants, ils se sont réunis, ils ont manifesté l'envie, eux, de venir. Bon, certains disent qu'il faut qu'ils soient invités, d'autres disent non, nous y allons. Même si on n'est pas invité, on va se débrouiller pour avoir nos billets d'avion et puis arriver à Kinshasa pour participer. Au niveau de Kinshasa, l'opposition non armée, l'opposition non institutionnelle, hors institution, extra-institution, avec notamment les professeurs Mampouya et les autres, eux, avec des avancées, disent qu'ils sont prêts à partir. Enfin, finalement, ça se bouscule. Obemina Kokingodono risque d'avoir peu de place, peu de temps, peu d'invitations pour tout le monde. Daniel Safou, comment faire? Comment on va pouvoir associer déjà ceux qui sont déjà prêts à venir, ils sont en majorité, enfin ils sont beaucoup. Comment faire? Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que les choses ont évolué depuis hier, oui, avec Kinga Katis, il faut le dire. La majorité est en train de se réviser. Oui. En fait, ce n'est plus un Kabila puissant. C'est un Kabila teinté de faiblesse. C'est un Kabila qui cède maintenant. C'est un Kabila qui revient maintenant aux préoccupations de l'opposition. L'opposition réclamait des choses aussi fondamentales qu'on a semblé, n'est-ce pas, n'est pas respectées. Mais est-ce que, dans les cas d'espèce, sans vous couper la parole, est-ce que ce n'est pas celui qui a invité, qui avait dit effectivement que je veux que ça soit inclusif pour parler des problèmes qui sont naturellement dans l'ordonnance? Oui. Là, il n'y a pas, d'ailleurs même à Brazzaville, Sassou Nguesso n'est pas sorti de l'ordonnance. Oui. Non, en fait, le chef de l'État n'est pas sorti de l'ordonnance. Oui. Il n'a pas aussi repensé son ordonnance. Oui. Mais là où nous disons, oui, il revient, n'est-ce pas, aux préoccupations de l'opposition, en instituant ou en acceptant la commission paritaire. C'est-à-dire, avec la commission paritaire, ça met tout le monde à l'aise. Consensus. Oui, vous comprenez? C'est-à-dire, or, dans la dynamique de l'ordonnance, on se disait, c'est le congrès du MPR où les présidents fondateurs convoquaient et ils déterminaient le nombre de participants, les termes de référence. Mais maintenant, les choses ont évolué. L'opposition demandait, l'ordre du jour, l'opposition demandait à ce que, n'est-ce pas, qu'il y ait une commission devant élaborer tout cela, l'ordre du jour, la qualité des participants, les termes de référence. Et la majorité semblait s'entêter. Mais on se rend compte que du jour au lendemain,
les poids pèsent ici les chefs de l'État. Ce n'est pas ces chefs de l'État-là qui restent statiques. Il est dynamique maintenant avec ces prises de position. On sent que réellement nous avons des problèmes et qu'il y a les soucis de résoudre, n'est-ce pas, ces problèmes. Quand déjà Kinga Kati produit et accepte la commission paritaire où nécessairement on trouvera la société civile, l'opposition. C'est prévu dans l'ordonnance. Non, non, non. Non, non, oui. C'était pas. Non, 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 oui, oui. non, Monsieur Jean-Marie. Au départ, c'était pas prévu. Nous avons vu, n'est-ce pas, les 18 membres du secrétariat technique, ça allait s'arrêter là, ils allaient tout faire, mais la pression de l'opposition, la pression de l'opinion, les chefs de l'État cédé, il accepte, n'est-ce pas, la commission paritaire. Évidemment, c'est la remise en cause même. C'est la remise en cause. C'est-à-dire que la commission paritaire met tout le monde d'accord. Parce que l'opposition, vous savez, évidemment, lui-même, Kabila, établit la confiance. Il y avait un problème de confiance. On se disait, nous allons, n'est-ce pas, dans une assise ou dans les assises. Ce n'est pas une question de rassurer les gens qui n'avaient pas compris l'esprit de l'ordonnance. Non, dire qu'ils n'avaient pas. Les gens avaient compris. Mais on a un problème de confiance mutuelle. Vous savez, M. Jean-Marie, les choses ont évolué. Nous avons Kabila en 2006, nous avons Kabila en 2011. Au lendemain des élections, vous tentez de réagir, il y a la police qui vous empêche. Maintenant, nous nous retrouvons en face d'un vrai problème, le problème de l'Est, et le chef de l'État tient mordicus à résoudre ces problèmes. Il se rend compte, à lui seul, il ne peut pas résoudre ces problèmes. Il ne saura pas non plus. Il faut qu'il soit protégé. Le chef de l'État commence à concéder. Oui. Nous n'avons pas un chef d'État tout puissant, comme en 2006, ni en 2011, mais commence à concéder. Alors moi, je crois qu'avec la commission paritaire, la majorité tente d'évoluer. La majorité commence à écouter aussi l'opposition. Donc, grosso modo, j'ai dit, il y a la confiance qui commence à naître. La confiance qu'on n'avait pas hier entre l'opposition. Est-ce que vous ne sentez pas que la parole tourne? Est-ce que vous ne sentez pas que les Vital Kamere, parfois même Thomas Louaka, sont un tout petit peu en retard? Parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de l'ordonnance, qui veut que ça soit inclusif, que tout le monde participe. Si chacun a des avis à émettre, qu'il vienne finalement. Merci, je vais en venir, mais avec votre permission, je voudrais faire une petite mise au point par rapport à la logomachie de mon vis-à-vis. Oui. Ce n'est pas péjoratif. Hein. Oui. Alors, je crois qu'il faut faire la nette différence entre la majorité présidentielle, avec son autorité morale, le chef de l'État, et la personne du chef de l'État en tant qu'institution. Parce que quand vous parlez tantôt, vous dites que le chef de l'État se présente en position de faiblesse face à l'opposition. Moi, je me demande si nous, en tant que journalistes en train d'analyser les faits, nous pouvons tenir des discours comme des politiciens. Le fait, par exemple, qu'on initie des concertations, parce que même dans la théorie des négociations, on dit que les négociations ou les concertations supposent toujours et déjà un consensus, un compromis, mais qui n'est pas nécessairement une compromission. Il y a eu des concertations initiées par le chef de l'État, il y a eu des revendications de l'opposition, et puis à un certain moment, on sent qu'il y a des concessions faites par la majorité par rapport aux revendications de l'opposition. Moi, je pense qu'on pouvait applaudir des deux mains ces concessions faites par la majorité, au lieu de percevoir en cela une certaine faiblesse du chef de l'État. Parce que si la majorité, pour ne pas parler du chef de l'État parce que vous personnalisez le débat, campait sur ses positions en disant non, nous restons dans l'esprit de l'ordonnance, eh bien l'opposition pouvait dire qu'il y a une sorte de caporalisation du pouvoir en République démocratique du Congo. Mais moi je pense qu'à cette étape, il faut saluer cette bonne foi dont la majorité a fait preuve en concédant non seulement l'acceptation de la commission mixte paritaire qui doit préparer le dialogue, mais aussi en acceptant que le consensus soit le mode des prises de décision. Alors que la majorité actuelle se dit avoir gagné les élections de 2008 et donc dans un contexte démocratique, le mode de décision, c'est le vote, ce n'est pas le consensus. Mais si, à ce jour, la majorité au pouvoir a accepté le consensus, il faut saluer cette bonne volonté. Parce qu'il y a un enjeu de taille, c'est la cohésion nationale pour faire face au projet de balkanisation qui se trame derrière les manœuvres du bataillon rwandais du M23 à l'est du pays. Donc moi je pense qu'il faut voir les choses de cette façon-là plutôt que de présenter les uns et les autres en position soit de force, soit de faiblesse. Bienvenue, Bakoman. Oui, écoutez, je vais abonder dans le même sens que mon cher frère Ludor pour dire que Kabila n'est pas en position de faiblesse. C'est vraiment faire une analyse qui ne cadre pas avec la réalité. L'opposition devrait savoir que Kabila, c'est un félin. Félin? Oui, c'est un félin. Un félin. En quoi il est félin? Justement, j'en viens.
Kabila est un félin. Et dès qu'il prend l'initiative, et je vous l'avais dit il y a de cela 2 semaines, si je ne me trompe pas, Kabila a maintenant l'initiative. Le jour qu'il avait traversé à Brazzaville pour solliciter Sassou, Kabila avait déjà l'initiative. Il s'est dit, il a un plan à plus ou moins long terme. Contrairement à l'opposition qui est un plan long terme. Oui, à plus ou moins long terme. Et Kabila, ce félin, il se confond d'abord à l'environnement ambiant. Il prend les couleurs de l'environnement et lorsqu'il entend l'opposition réclamer une commission, tout de suite il cède. Lorsqu'il entend l'opposition réclamer un consensus, tout de suite il cède. Il joue les jeux de l'opposition. Il joue les jeux de l'opposition pour ramener l'opposition, et là c'est vraiment à féliciter, pour amener tout le monde à la table des négociations. Même l'UDPS. Aujourd'hui, si l'UDPS refuse de venir, je le dis... Tout le monde le prendra témoin. Tout le monde prendra témoin, mais les types là, ils cèdent tout. Et vous continuez à tout refuser. En ce moment-là, même les plus attachés à la démarche de l'UDPS vont se désolidariser. Et là, Kabila l'a compris et il le fait excellemment bien. Permettez que je le dise comme ça. Et là, la cohésion nationale, Kabila le sait aussi, que la cohésion nationale, il y a eu toutes ces questions de l'Est et autres, mais la fracture a été un peu plus enfoncée avec les élections de 2011, et il en est conscient. Et étant donné qu'il en est conscient, il s'est dit, l'occasion est donnée pour que nous puissions colmater les brèches, et lorsqu'on colmate les brèches, on doit être tous ensemble, et dans ce cas, celui qui est le gagnant, c'est moi. La question qu'on pose, la thématique, c'est qui choisir finalement? Bon, écoutez, par rapport au choix, ce sont les composantes. Les composantes doivent choisir des personnes. Des délégués. Oui, des délégués. Moi, je crois. Des grands délégués. Les critères les plus importants pour moi, c'est le patriotisme. Le patriotisme et la compétence, ce sont les 2 critères pour moi qui se valent. Il ne faut pas qu'on ait là-bas des applaudisseurs, on n'en a pas besoin, des extrémistes de tous bords. Qui arrivent pour bloquer la machine. Pour bloquer la machine, on n'en a pas besoin. Il ne faut pas qu'on ait là-bas des gens qui viennent visiblement pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Oui. Lorsqu'on entend par exemple le MLC dire, il y a le Sénat, est-ce qu'il n'est pas question qu'on puisse également... Ce sont des gens qui viennent déjà venir avec des idées de partage équitable et équilibré du pouvoir. Ça, le peuple congolais ne le veut pas, ne l'a pas demandé. Le peuple congolais a demandé à ce que tout le monde se mette d'accord pour que l'on puisse colmater ce qui peut être colmaté. Et qu'on trouve des idées neuves pour faire avancer le pays. Oui. Et les idées neuves, c'est notamment les élections. Il faudrait qu'on aborde cette question des élections. Comment organiser les locales, les provinciales? Comment Ngoïmou Lunda et Jacques Ndjoli ont échoué lamentablement? Pourquoi? Et aujourd'hui, est-ce que Malou nous donne des garanties, nous offre des garanties et les élections à venir seront mieux organisées? Ce sont des vraies questions qu'on peut avoir autour de cette table, plutôt que de se battre pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Personne n'en veut, que ce soit la société civile, que ce soit même les acteurs eux-mêmes. Officiellement, ils disent qu'on n'en veut pas, mais en réalité, lorsqu'on décrypte les discours, on se rend compte que l'objectif poursuivi par certains, c'est s'accrocher. En une minute, j'ai oublié une question que vous m'avez posée initialement. En une minute. Oui, vous demandiez si le MLC et l'UNC ne sont pas en retard. Oui. Moi, je crois que je me permets de répondre par l'affirmative. Ils sont effectivement en retard parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez suivi la déclaration de l'UNC qui indexe Léon Okengo-Adondo, soupçonné de faire le jeu de la majorité au niveau du présidium. Oui, par exemple, on estime qu'on lui aurait promis le poste de Premier ministre. Bon, libre à eux de faire mais à quel jeu joue l'UNC alors? Mais la politique, effectivement, c'est cela. Si Léon Okengo-Adondo, aujourd'hui, président du Sénat, représentant l'opposition, il n'y a pas, tout le monde le sait, il n'y a pas de porte-parole de l'opposition jusqu'à présent. Personne ne l'a mandaté au présidium pour aller parler au nom de l'opposition. Il est là, il fait le jeu de l'opposition, il fait son propre jeu. Et c'est un fin politicien. Et s'il a réussi, je ne voudrais pas tabler vraiment sur cette rumeur, mais si cela s'avérait vrai et qu'il a réussi à faire certaines concessions à la majorité au pouvoir pour qu'un jour il rebondisse, il se repositionne, mais c'est un politicien. Il joue son propre jeu, il prépare son propre avenir, quitte à lui de voir comment, n'est-ce pas, combiner les règles du jeu pour aboutir à l'objectif escompté. En ce qui concerne le MLC, moi je crois que c'est un parti qui déçoit. On n'a qu'à voir. Qu'est-ce qui reste encore? Je crois que le MLC n'a pas un discours politique à tenir. Même les propres militants de ce parti aujourd'hui se demandent ce qui se passe. Quand on voit que le pharaon est en train de bouffer tous ces Égyptiens, on se demande ce qui va rester encore à ce parti. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on ne va pas dire, de peur de ne pas être démenti, que
l'opposition risque de rater, en fait, une partie de l'opposition. Il risque de rater encore le train, et le train est en train d'engager